Voici le Doc Mayou. 7h11, bon matin, Doc. Oui, Marc-André, plusieurs points ce matin, et je vous écoutais parler. Oui? Intéressant. D'abord, il faut rassurer Robert ce matin-là. Robert est inquiet. Sur quoi? Suite à l'attentat de Manchester. Alors, il existe un phénomène chez l'être humain, chez l'être vivant, devrais-je dire, qui s'appelle l'habituation. Okay. Qu'est-ce que ça veut? As-tu idée, Marc-André, Raphaël, Serge et Claude? Qu'est-ce que peut vouloir dire ce mot-là? Le phénomène d'habituation. Le fait qu'à force de voir des situations se produire, on devient indifférent? Ou au moins moins sensibilisé? C'est ça, exactement. Et ça part de l'amibe jusqu'à l'être humain. Okay. Alors, tous les organismes vivants peuvent diminuer leur réponse après exposition répétée à des stimuli ou des événements. Autrement dit, ils répondent de moins en moins au même stimulus et ou aux mêmes événements. Okay. Alors, si vous en faites un peu trop d'attentats terroristes, il n'y a plus grand monde qui va bouger, je vais autant vous le dire. Deuxièmement, il y a un mécanisme d'adaptation. Et je peux vous assurer, vous avez entendu la jeune, là? Qu'est-ce que vous a dit la jeune femme tout à l'heure qui est à 100 km de Manchester? Voilà, moi, je suis allé à Paris, puis ça a sauté après, puis là, je suis à 100 km de Manchester, puis je m'en fous. Vous avez entendu ça? C'est un peu ça l'habituation, je pense, hein? Mm-hmm. Bon, et là, il y a eu la parade des géants là, à Montréal en fin de semaine. Il y a eu du monde, ça se pouvait pas. Mais oui, mais c'est ça l'habituation. Il va y avoir une diminution de la réponse. Et je peux vous assurer qu'à Manchester, dans 2 mois, plus grand monde qui va en tenir compte. Ouais. Je voulais avoir habituation, retenez le mot, le phénomène d'habituation. Et c'est pas uniquement chez les êtres humains. C'est chez tous les organismes vivants. OK. Je voulais avoir votre point de vue là-dessus, Doc, ce matin aussi, parce que on a parlé dans cet attentat-là d'avoir visé des adolescents et des adolescentes. Est-ce que ça change quelque chose dans votre analyse? Marc-André, ça change quoi? Je sais pas. C'est que souvent, on les voit comme étant plus vulnérables quand ce ne sont pas des adultes. Alors, c'est pour ça que je pose la question. Ouais, je comprends pas, moi, votre 2 poids, 2 mesures pour l'âge. La vie d'un enfant aurait plus de valeur que la vie d'un adulte. Non, mais les adultes sont plus capables de se défendre que les enfants ou les adolescents, par contre. Ah oui, dans une attaque terroriste? Mais non, pas dans une attaque terroriste en général. Ben oui, mais en général, dépendamment de l'adversité ou de l'attaque. Mais ça frappe quand même. J'ai beaucoup de misère à votre attitude de déplorer davantage la mort d'un adolescent que la mort d'un adulte. Ah, c'est pas davantage. Je l'ai jamais compris. Ouais, mais c'est pas davantage. J'ai jamais compris ça, moi. J'essaie juste de voir s'il y a une différence. Je pose la question. Je dis pas qu'il y en a une. Je me demande si, dans l'imaginaire collectif, de voir que les victimes sont des enfants ou des adolescents, ça change quelque chose dans la façon de s'imprégner de tout ça. Si ça change de quoi, je comprends pas la raison. OK. Je la comprends pas, celle-là. À moins que quelqu'un puisse me l'articuler, me l'expliquer. Alors, le fait qu'on s'attaque à la jeunesse plutôt qu'à de jeunes adultes, ou à des adultes, ou à des vieillards, ben écoute, on s'attaque à de la vie humaine gratuitement. Mm-hmm. Alors, là-dessus, je partage votre point de vue, effectivement. Fait que c'est l'un des sujets que je voulais aborder avec vous ce matin aussi. Oui. J'imagine que la sortie... Mais je suis d'accord avec Robert sur un point. Quoi donc? Marc-André. Quoi? Ah, écoute, Québec solidaire. Robert, j'aime beaucoup c'est ça. C'est là que je m'en allais. Ce matin. et lorsqu'il dit que, écoute, ils veulent nous imposer une espèce de révolution. Ceux qui sont en mal de révolution, là, regardez du côté du Venezuela à l'heure actuelle. Hier, ils ont sacré le feu à la cabane où était né Hugo Chavez et ils ont détruit 5 statues à l'effigie d'Hugo Chavez au Venezuela. Hugo Chavez, c'est une espèce de sauté sur le crâne qui a voulu refaire le Venezuela et c'est catastrophique. C'est littéralement catastrophique. Les révolutions, là, à part de la révolution chinoise, je vous assure que ça a fini en queue de poisson. Alors, et Robert est très sage lorsqu'il dit que on n'a pas besoin de passer par une révolution pour évoluer. Eh oui, essayons d'évoluer, se moderniser, s'épanouir davantage, s'individualiser davantage.
Hey, on est loin d'avoir besoin d'une révolution à la Castro pour faire ça, puis à la Hugo Chavez. C'est catastrophique. Alors, Nadeau-Dubois, bonne chance. Mais non, mais là, Richard Martineau dit que c'est le prochain René Lévesque. Ben oui. Il l'a fait de la révolution avec ses souliers pleins de tout, lui. Ouais. Mais quand même, vous avez pensé quoi du discours? Parce que moi, ce qui m'intéresse là-dedans par rapport à votre profession, c'est de voir l'espèce de côté rassembleur quand même. Tu sais, je suis pas nécessairement un fan plus qu'un autre. Reste que les abonnements au parti ont connu une ascension assez importante. Le jeune a été le leader étudiant quand même une pas pire révolution en 2012 aussi. Là, il semble vouloir transporter cette vague-là. Ben, c'est-à-dire que c'est un leader naturel. Maintenant, il va, peu importe ce qu'il va dire, il va attirer vers lui, il va créer une vague où il va y avoir un certain nombre de sympathisants. Bon, oui, il y a du monde qui va embarquer dans son bateau. Espérons que son bateau ne prendra pas trop l'eau. Vous allez voir que les risques qui coulent avec sont assez élevés. Ouais. Je voulais revenir aussi. Oui. René Lévesque se situait dans un contexte. Il y a une histoire autour de René Lévesque. Il y a une histoire qui est assez particulière. C'est-à-dire? Alors, est-ce que l'histoire... Ben, écoute, le Québec était ce qu'il était à l'époque. Tu comprends? Il y avait une conjoncture à ce moment-là. Et là, s'il croit que la conjoncture est la même, comme disait Robert, à l'heure actuelle, la conjoncture n'est pas tout à fait la même, si ce n'est sur le plan économique. Puis on va y revenir là-dessus, c'est que je suis vraiment interpellé par les 231 milliards qui ont été placés dans des paradis fiscaux. Oui. Donc, un mécanisme d'évasion fiscale en 2016. 231 milliards de dollars que les entreprises canadiennes ont coulé, ont amené dans d'autres pays. Ça, c'est assez épouvantable. Ça, oui, ça pourrait à un moment donné être de la graine de réaction vive. Oui. Oubliez-les pas, en un an, 231 milliards. Et il est urgent que les Québécois qui nous écoutent ce matin là, différencient entre un abri fiscal et de l'évasion fiscale. L'évasion fiscale, il y a du monde qui ont fui avec l'argent. Ils se sont sauvés. L'abri fiscal, c'est de l'argent qui reste ici, qui fait tourner l'économie, et il y a un dégrèvement d'impôts. Ils ne payent pas d'impôts pendant un bout de temps. L'impôt est retardé, ou en tout cas, ils réussissent à pas trop en payer, mais l'argent est ici, les amis. Faites attention, allez pas équivaloir les deux. Alors, un abri fiscal, comme celui dont je me suis pourvu pour ne pas payer d'impôts comme médecin pendant 30 ans, c'est mon argent est resté ici et je l'ai fait fructifier moi-même. Tu comprends? Oh, oui. J'ai participé à l'économie en créant des fromages des fromages fermiers de lait cru. Bon, il y en a une 50aine d'entreprises qui maintenant existent et sont rentables. La nuance est importante. C'est ça un abri fiscal. C'est que vous participez à l'expansion de notre économie. Tandis que l'évasion, on la reverra plus jamais, là. C'est fini, bye! Bye, on vous a eu, c'est beau. Puis en plus, les crosseurs, sais-tu qu'est-ce qu'ils font? Quoi? Ils réussissent à sortir l'argent, à fuir avec les capitaux, puis ensuite à essayer de nous les reprêter pour nous endetter. Oh oui. Sont salauds, tu sais. On s'auto... comment vous aviez déjà dit ça, maintenant? On se fait faire l'amour par derrière sans consentement, c'est ça? C'est une affaire de même? C'est Rambo. Oui, c'est Rambo, c'est vrai. Ben oui, c'est vrai. C'est Rambo Gauthier qui a sorti ça. Donc, juste avant qu'on se laisse, je voulais vous entendre sur une étude qu'a cité Raphaël tantôt par rapport au deuil. Rappelle-nous ça, Raphaël, juste avant d'entendre le deuil. Oui, l'étude s'appelle sur Facebook « Le deuil rapproche les amis ». Alors, une étude qui a été faite sur 15 000 cercles d'amis qui montre que lorsqu'il y a mort d'un proche, des relations se renforcent durablement au sein d'un groupe. Et on parle plus précisément sur Facebook. Là. Oui, ben, j'aime bien. Effectivement, je suis pas surpris du tout. Oh, Raphaël. Oui. Mais le phénomène ne vaut pas pour les suicidés, les toxicomanes, les alcooliques. Effectivement. Hey, c'est pas fin. 2 poids, 2 mesures.
C'est ce que semble Une dire bonne l'étude. personne meurt, les amis se rapprochent, et puis un découragé, un toxicomane, un alcoolique meurt, puis les amis se rapprochent pas. Hey, c'est pas fin un matin, ça? Ça sonne fuir la misère un peu, hein? Est-ce que c'est justement parce qu'on veut pas être associé à ce type de Ouais, personne-là? c'est ça. Oh, mais c'est pas gentil. C'est pas gentil pour toutes les désespérés et les désemparés. En tout cas, toujours est-il que, oui, pour rassurer Claude, une attention sur Facebook peut valoir un coup de téléphone. Alors, Facebook est une façon principalement féminine, mais pas exclusivement, principalement féminine, de tisser des liens. Et l'attention qu'on reçoit sur Facebook peut effectivement faire du bien. Alors, sentir l'attention, l'intérêt, peu importe le moyen, c'est bon pour l'être humain, puis c'est bon pour beaucoup de femmes. Mais j'imagine qu'un support psychologique et physique en face à face avec quelqu'un plutôt que par téléphone ou par texto ou par messagerie Facebook, c'est mieux. Pas nécessairement. Oh non? Surtout lorsqu'il s'agit de femmes qui ne savent pas écouter et qui parlent sans arrêt. Alors, c'est épidémique au Québec. Elles ne sont pas toutes comme ça. Mais malheureusement, Facebook peut être un filtre pour des femmes qui ont zéro écoute et qui parlent sans arrêt. Ah, c'est intéressant. Doc, 9h05, on se retrouve pour la commission PM. Ouais! Piquet-Souban, l'avez-vous regardé hier? Ben oui, j'ai regardé hier. Je l'ai dit, la Coupe s'en vient à Montréal dans 2 semaines. Non, dans la 2-3 première période, Ah oui. lorsqu'il a laissé la rondelle derrière lui, il a oublié d'emmener la rondelle à la fin de la première période. Ah ben, Piquet-Souban a besoin d'un excellent gardien derrière lui. ouais, mais là, il y avait le meilleur au monde, puis ça marchait pas à Montréal. Non, ben là, écoute, Riné est pas Ah non. écoute, il est aussi bon que Price n'importe quand. Tant qu'à moi, Voyons. vous avez raison, ouais. Voyons. Et il a fait l'arrêt, hein. Riné a sauvé Piquet-Souban, sinon, les prédateurs allaient à la pause avec un avantage d'un but au lieu de 2. Et côté gabarit, Riné est un très bon et grand et gros garçon. Ouais. 6 pieds 5, hein. PK a sauvé Piqué, c'est ce qu'on retient. Oui. Et j'espère que vous allez en parler un peu de ça quand vous voudrez vous époumoner sur Piquet-Souban. Écoute, il a failli faire perdre le momentum de son club hier soir. Oui, mais docteur Mailloux, c'est peut-être normal. C'est le défenseur numéro 4 après à Nashville. Moi, je vais me concentrer à faire de la démagogie, Doc, là-dessus. On vous retrouve à 9h05, cher docteur. Oui. À tantôt pour la commission PM.